monsieur, je lance. Ah. Bon, alors donc on va commencer cette troisième séance du séminaire. Cette séance donc, qui porte sur le thème transversal de ce séminaire, à savoir Marx et l'écologie, les questions environnementales. Donc on accueille aujourd'hui la troisième animatrice du séminaire. J'avais oublié de présenter la dernière fois Franck Fischbach qui nous avait rejoint aussi. On est 4 en fait à organiser. La première séance on était 2, la deuxième 3, aujourd'hui 3 encore. La prochaine, je pense qu'on arrivera à 4. Voilà. Et donc c'est donc Paul Quilibert qui va donc présenter un exposé. Je le présente. Oui, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation, Paul. On est ravis de te recevoir. Donc, petite présentation de Paul Quilibert pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Paul est chercheur post-doctorant au Centre d'études sociales de Coimbra. Il y travaille sur la position des syndicats et des organisations de travailleurs dans la transition. Par ailleurs, ses recherches explorent les dimensions historiques, ontologiques et politiques du marxisme écologique. Il est l'auteur de Terre et Capital pour un communisme du vivant, qui est paru très très récemment aux éditions Amsterdam et que vous pouvez donc trouver un petit peu partout en ce moment. À toi, donc on fait 45-50 minutes de présentation pour laisser la place à 1h, 1h10 de discussion, souvent. Donc, à toi, Paul. Ok, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'intervenir dans ce séminaire Marx. Je remercie donc beaucoup les organisateurs et organisatrices pour l'invitation. J'ai pris très au sérieux la question de Marx en travail, puisque c'est une séance sur le travail chez Marx, et aussi une séance qui va porter pour moi sur un travail très, une sorte d'essai, de tentative, à propos d'une question qu'on rencontre très souvent quand on fait de l'écologie politique ou quand on fait de la philosophie de l'environnement, qui est la question de savoir si on peut dire que les animaux ou les vivants en général travaillent. C'est une question récurrente dans les débats en philosophie environnementale. C'est une question que j'ai croisée plusieurs fois, que je m'étais posée plusieurs fois, mais sans jamais prendre le temps de m'y confronter véritablement. Et donc je saisis l'occasion de ce séminaire pour faire ce qui est véritablement une tentative, une première tentative de réflexion sur cette question de Marx et du travail du vivant. Donc j'espère que vous pourrez contribuer à l'améliorer. La question très générale de laquelle je voudrais partir, c'est la question donc de savoir si on peut parler d'un travail du vivant. Les vivants non humains travaillent-ils ? Je propose de partir de la définition de Man Barua dans Non-Human Labor and Counter-Value Spectacular Accumulation, qui définit le travail non humain de la manière suivante. Il désigne l'activité productive des animaux réalisée de manière intransitive à travers une gamme de registres corporels et éthologiques et mise en scène en présence d'autres individus dont les propres performances ont des répercussions sur l'activité de la créature laborieuse. Alors, premier élément important de cette citation, c'est l'identification du travail et de la production, c'est-à-dire d'une transformation d'une matière extérieure. Un second élément un peu compliqué, réalisé de manière intransitive à travers une gamme de registres corporels et éthologiques, ça veut simplement dire qu'on peut parler d'un travail non humain même sans recours à la technique. De manière intransitive à travers une gamme de registres corporels, c'est-à-dire un engagement immédiat du corps et des comportements éthologiques sans avoir à passer par un recours à la technique pour produire. Et dernier élément de cette citation qui est important, mise en scène en présence d'autres individus dont les propres performances ont des répercussions sur l'activité de la créature laborieuse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il doit pouvoir, pour qu'on puisse parler de travail non humain, avoir une adaptation du non humain qui travaille au comportement des autres qui sont engagés dans les mêmes sphères de travail. Deux positions se dégagent généralement de la littérature environnementale concernant cette question d'un travail du vivant. La première défend l'extension de la catégorie de travail à certains non-humains afin de fonder la dénonciation de l'exploitation de la nature sur les catégories de la critique de l'économie politique.
En somme, si on veut pouvoir critiquer l'exploitation de la nature par le capitalisme, il faut pouvoir dire que les animaux ou les vivants sont exploités d'une manière similaire à la manière dont les humains sont exploités. La seconde option refuse cette extension au motif qu'elle supposerait de relativiser la différence anthropologique entre travail humain et activité animale. À cet égard, le propre de l'homme s'exprimerait notamment dans la différence entre un travail qui est seul producteur de valeur et des activités pensées comme des dons gratuits de la nature. On le voit, l'enjeu d'une telle question, il est donc double. D'un côté, il s'agit de définir le type de différence qu'on peut établir entre les vivants à partir de la catégorie de travail. Quelle différence entre les vivants à partir de la catégorie de travail ? D'autre part, deuxième aspect de la question, il s'agit de repenser le concept de travail à partir des activités des êtres non humains. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est proposer donc moins une lecture systématique de la pensée de Marx qu'une intervention dans les questions contemporaines à partir d'un commentaire de certains textes très canoniques de la pensée marxienne. Je commencerai par interroger le critère de la discontinuité entre les activités productrices humaines et non humaines, afin d'essayer d'établir ce que pourrait être la position de Marx sur le travail des vivants non humains. Puis, je distinguerai l'activité de la machine, de l'animal, de l'esclave et du travailleur salarié pour étayer l'hypothèse selon laquelle la théorie de la valeur présuppose une différence anthropologique. Une différence, j'emploierai beaucoup l'expression de différence anthropologique, c'est l'expression canonique pour parler du propre de l'homme, de la différence entre l'homme et l'animal. Enfin, je me demanderai finalement si l'intérêt de la catégorie de travail pour les vivants non humains n'est pas en premier lieu d'insister sur les capacités intrinsèques de résistance des êtres naturels mis au travail. Ça peut paraître étonnant dit comme ça, mais on s'interrogera sur ces facultés de résistance des vivants mis au travail. Je commence donc par un premier moment sur Marx et le travail des vivants non humains. Peut-on parler d'un travail des vivants non humains chez Marx ? Ou pour le dire autrement, mais c'est la même question, est-ce qu'il existe un critère de distinction entre production humaine et production non humaine ? Alors, une première remarque très générale s'impose pour la clarté du propos. Il est tout à fait possible de reconnaître l'activité des non-humains sans leur attribuer une fonction de travailleur. Depuis la physique d'Aristote, le sens commun de l'activité vise le processus de réalisation d'une potentialité matérielle inhérente à tout être naturel. L'acte apparaît alors comme le résultat substantiel de l'imposition d'une forme à une matière par l'intermédiaire d'une action qui suppose le déploiement d'une énergie spécifique. C'est-à-dire que le motif naturaliste de l'activité, du passage de la puissance à l'acte par la mobilisation d'une énergie, fournit déjà une conceptualité très riche pour penser l'agir des non-humains. Pourquoi est-ce que je prends cette précaution ? C'est simplement pour dire qu'on peut très bien imaginer qu'on puisse dire que les non-humains ne travaillent pas sans aboutir à la conclusion qu'ils sont privés de toute puissance d'agir, qu'on serait des affreux dualistes, cartésiens, incapables de penser l'autonomie de la nature. La question, c'est donc de savoir si les vivants agissent selon les modalités décrites par la catégorie de travail. Cette précision faite, on peut donc retourner à notre question, peut-on parler d'un travail des vivants non humains ? Il me semble qu'il y a deux passages clés chez Marx pour répondre à cette question. Le premier se situe dans les manuscrits économico-philosophiques de 1844 et le second dans le premier paragraphe sur le procès de travail dans le chapitre 5 du Capital. La première chose à noter, c'est que l'allure de ces deux textes est d'une grande proximité au premier abord. Marx immobilise un bestiaire très classique de la philosophie politique, celui qu'on a tous croisé quand on a fait des études de philosophie, des abeilles, des castors, des fourmis, des araignées. Qu'est-ce qu'il cherche à faire dans ces deux textes ? Il cherche à montrer les ressemblances et les différences entre les activités humaines et non humaines. Je commence tout de suite par la description qui est faite dans les manuscrits de 1844. Alors je m'excuse, je vais utiliser des morceaux de texte un peu longs pour un séminaire, mais
Ça me semble être des textes qui doivent être commentés dans leur intégralité, et puis comme c'est un séminaire de travail, voilà, j'en profite. L'engendrement pratique, donc manuscrit économico-philosophique de 1844. L'engendrement pratique d'un monde objectif, l'élaboration de la nature non organique sont l'attestation de l'homme en tant qu'il est un être générique conscient, c'est-à-dire un être qui se rapporte au genre, comme à son propre être, ou bien qui se rapporte à lui-même en tant qu'être générique. Certes, l'animal produit également. Il se construit un nid ou des habitations comme les abeilles, les castors, les fourmis, etc. Mais l'animal ne produit que ce dont il a immédiatement besoin pour lui-même ou pour son petit. Il produit unilatéralement quand l'homme produit universellement. Il ne produit que sous l'empire du besoin physique immédiat quand l'homme produit même libre du besoin physique et ne commence à produire véritablement que dans la liberté à l'égard de celui-ci. Il ne produit que lui-même quand l'homme reproduit la nature entière. Son produit appartient immédiatement à son corps propre physique quand l'homme fait librement face à son produit. L'animal ne forme qu'à la mesure et selon le besoin de l'espèce à laquelle il appartient, quand l'homme sait produire à la mesure de chaque espèce et sait partout appliquer à l'objet la mesure qui lui est inhérente. C'est pourquoi l'homme forme aussi d'après les lois de la beauté. Alors plusieurs éléments très intéressants sont à retenir de cet extrait. Le premier, c'est la définition du propre de l'homme comme être générique, c'est-à-dire comme être qui se sait appartenir au genre humain, qui connaît la détermination de son être comme humain, parce qu'il transforme la nature. Mais alors, la question à laquelle Marx va essayer de répondre immédiatement, c'est de savoir quelle différence y a-t-il avec les abeilles qui construisent la ruche ou les castors qui façonnent leur barrage. Car comme le dit Marx immédiatement, explicitement dans ce passage, l'animal produit également. Premier élément de réponse à la question que je posais, donc, l'animal produit également. Marx ne mobilise jamais dans ce passage la catégorie de travail qu'il réserve dans le paragraphe précédent au travail aliéné et dans le paragraphe suivant à l'activité de l'être générique. Mais Marx admet une production non humaine. Par production, il faut donc entendre en un sens général la transformation d'une matière naturelle en un objet adapté à la satisfaction des besoins vitaux de chaque espèce. L'essaim, par exemple, a besoin de la ruche pour abriter les larves et produire le miel, de même que l'unité de reproduction humaine a besoin d'un habitat au sein duquel effectuer des tâches productives et reproductives. Cependant, Marx va immédiatement indiquer une série de différences dans la nature des besoins entre l'humain et l'animal. La production animale est unilatérale, nécessaire, autofinalisée, immédiatement incorporée, relative à la conservation de l'espèce. Tandis que le travail humain est au contraire universel, libéré du besoin, à même de reproduire la nature entière, producteur d'objets non consommables immédiatement, mesuré dans sa compréhension des besoins de chaque espèce, et enfin, sixièmement, un critère qui n'appartient qu'à l'homme et pas à l'animal, capable de produire en fonction des lois de la beauté. Je voudrais commenter cet extrait rapidement en explicitant ces critères de différenciation dégagés par Marx, mais en interrogeant aussi immédiatement leur pertinence ou leur validité, notamment au regard des exemples mobilisés par Marx lui-même. Il y a donc, je disais, 5 critères qui permettent cette différenciation anthropologique entre l'homme et l'animal. Le premier critère, c'est la différence entre l'unilatéralité et l'universalité. L'unilatéralité du besoin renvoie à l'idée que l'animal ne produit que ce dont il a besoin pour lui-même ou pour son petit. Cette première affirmation, il faut le remarquer tout de suite, elle est assez étrange au regard des exemples visés par Marx. Les abeilles ne produisent pas pour elles-mêmes, ni pour leurs petits, mais pour les larves fécondées par la reine. Les castors non plus ne produisent pas le barrage que pour eux-mêmes en tant qu'individus, ni pour leur progéniture immédiate. Il est vrai qu'ils concourent tous à la reproduction de l'espèce, mais ils ne font pas sous l'exigence d'une immédiateté individuelle, comme le feraient d'autres animaux solitaires, comme la plupart des oiseaux par exemple. Le produit de leur coopération est nécessaire à la reproduction des membres du groupe dans son ensemble. Et s'il y a bien un modèle de la coopération et de la division des tâches dans le monde animal sur lequel tout le monde s'est arrêté, c'est celui de la fourmilière, où les activités des individus sont hautement différenciées selon leur groupe d'appartenance. L'écologie des milieux a d'ailleurs récemment montré
et c'est en particulier le cas de la théorie des niches écologiques, que les espèces ne produisent pas seulement pour la conservation des leurs, mais qu'elles aménagent le plus souvent des espaces adéquats au développement d'autres espèces, voire qu'elles contribuent directement à leur croissance. Les milieux sont donc, dans l'écologie contemporaine, des compositions interspécifiques, des compositions entre espèces fondées sur des processus symbiotiques. Un écosystème, c'est un agencement particulier résultant de l'activité de nombreuses espèces qui interagissent les unes avec les autres. L'un des exemples les plus connus, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est notamment pris par Anat Singh dans Le champignon de la fin du monde, c'est celui de la mycorhisation. La mycorhize, c'est le résultat de l'association symbiotique entre des champignons et la racine des plantes. La colonisation des racines d'une plante par la mycorhize, donc ce type de champignon, permet à la plante hôte d'accroître la quantité de minéraux et d'eau qu'elle peut prélever dans le sol, contribuant à la bonne santé de l'hôte. Une forêt en bonne santé est en général une forêt mycorhizienne. Alors évidemment, vous m'objecterez à juste titre que Marx ne pouvait pas connaître ces phénomènes qui n'étaient pas connus à son époque. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est l'écart immédiat entre le type d'exemple, le bestiaire mobilisé par Marx, et les critères de différence anthropologique qu'il mobilise. À l'opposé de la production animale, pour Marx, l'universalité du besoin humain signifie qu'ils sont communs au genre dans son ensemble, mais surtout que le travail permet d'appréhender la nature universelle de tous les besoins. La coopération sociale et l'échange garantissent ainsi la possibilité d'une satisfaction universelle des besoins et l'accès à leur universalité, la compréhension de leur universalité. Le deuxième critère de différenciation homme-animal, c'est la différence entre nécessaire et libre, entre la nécessité du travail et sa liberté. Libérer du besoin doit s'entendre, à mon sens, ici en deux sens, à savoir la possibilité de produire des surplus, c'est-à-dire du point de vue de la quantité, une somme de produits supérieure à celle nécessaire à la reproduction, et du point de vue de la modalité, des produits non nécessaires à la reproduction physique immédiate. Par exemple, des œuvres symboliques, des œuvres culturelles, produire selon l'expression de Marx, selon les lois de la beauté. Donc ce deuxième critère de différenciation entre le nécessaire et le libre. Troisième critère de différence anthropologique, le rapport entre individu et totalité. Le travail humain est capable d'entretenir, dit Marx, les conditions de la reproduction naturelle des écosystèmes, et c'est-à-dire que pour Marx, le travail humain est capable de reproduire, voire de produire l'intégralité de la nature. Ça, c'est quand même très intéressant, petit passage, c'est que le matérialisme historique, et peut-être qu'on pourra avoir l'occasion d'une discussion là-dessus pour faire le lien avec la séance précédente, le matérialisme historique, en l'occurrence, il intervient comme une pensée de la transformation matérielle des milieux par les activités humaines. Quand Marx dit que les êtres humains ont la capacité de transformer la totalité de la nature, à l'heure du capitalocène ou de l'anthropocène, ça résonne assez fortement. Ce sur quoi insiste Marx ici, en visant donc les travaux agricoles, forestiers ou l'élevage, c'est l'ampleur des modifications humaines de la nature, la capacité des humains à modifier massivement l'environnement. Le quatrième critère de différenciation, c'est la différence entre immédiateté et médiation. Le produit de l'activité animale n'est pas nécessairement... Bon, pour Marx, le produit de l'activité animale est nécessairement immédiatement incorporé ou consommé, à la différence du travail humain. Mais là encore, il me semble que par rapport aux exemples que mobilise Marx, par rapport à son bestiaire, il semble qu'il y a un décalage entre le critère de la différence anthropologique et le bestiaire qu'il utilise. Si on pense à la ruche ou au barrage, si on pense même au nid des oiseaux, il n'y a pas de consommation immédiate de ce qui est consommé. Les animaux peuvent être producteurs d'objets non consommables directement. Le cinquième critère de différenciation, c'est la différence entre l'instinct de conservation et la connaissance de la mesure, autrement dit, la différence entre l'instinct et l'idée. Marx, je cite, dit l'homme est capable de produire à la mesure et à la différence des animaux qui sont capables de produire à la mesure et selon le besoin de son espèce, les êtres humains peuvent produire
à la mesure de toutes les espèces. Alors ici, on peut y voir la trace d'une pensée qui est centrée sur les évolutions intraspécifiques et qui ne pense pas les interactions entre les vivants. La référence à Protagoras, au théétète, l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont mesure de leur être, de celles qui ne sont pas mesure de leur non-être, indique une position qu'on qualifierait aujourd'hui d'anthropocentrique. Je crois qu'il faut toujours avoir en tête que l'anthropocentrisme peut s'entendre en deux sens. D'un point de vue épistémologique, l'anthropocentrisme, c'est l'idée que toutes les connaissances se forment nécessairement à partir d'un point de vue humain. D'un point de vue pratique, au contraire, c'est l'idée que la satisfaction des besoins humains est la finalité de toute action humaine. Vous voyez que là, il y a deux registres très différents de l'anthropocentrisme. L'idée qu'on ne peut pas échapper à notre point de vue, on va nécessairement voir le monde en tant qu'être humain, ou bien dire que toutes les actions humaines dans le monde, sur la nature, sont faites dans l'intérêt des êtres humains. Une différence donc entre une position épistémologique et une position pratique. Or, si Marx est très clairement anthropocentriste d'un point de vue épistémologique, puisque l'homme peut prendre la mesure de toute chose, il ne l'est manifestement pas d'un point de vue pratique, puisqu'il reconnaît à l'être humain la capacité d'intervenir dans les milieux pour satisfaire les besoins des non-humains à leur mesure. Alors évidemment, comme je le disais, à l'heure de l'effondrement de la biodiversité, cette affirmation, l'homme peut intervenir à la mesure de toute chose en respectant leurs besoins, peut sembler absurde. Mais là encore, je crois qu'il faut la comprendre de deux manières. D'une part, on peut y voir un optimisme marxien dans la capacité humaine à connaître réellement les lois positives de la nature. D'autre part, il s'agit d'une possibilité intrinsèquement humaine de connaître ce dont les autres espèces ont besoin. Et en somme, cette position, la capacité humaine à connaître ce dont les autres espèces ont besoin, est une position qui est tout à fait celle de l'écologie politique contemporaine. Il s'agit d'insister sur la capacité humaine à saisir l'universalité des besoins non seulement humains, mais l'universalité des besoins de toutes les espèces. À cet égard, on en vient à quelque chose d'assez évident. On ne s'attend pas à ce que les castors planifient la régulation thermique du système terrestre dans son ensemble. La planification écologique, c'est-à-dire l'ingénierie des écosystèmes, pour leur permettre d'atteindre des points de stabilité ou de biodiversification, est bien ce qui fait la différence entre la production de la nature par l'ingénieur des forêts ou la production de la nature par le castor. Le motif de ce texte est évidemment pas de penser la spécificité des activités non humaines. La question que je pose à ce texte, est-ce qu'il existe un travail des vivants non humains, c'est une question tout à fait contemporaine qui n'est pas la question de Marx. La question de Marx, c'est la question du propre de la production humaine. Plus exactement, il s'agit de fonder la critique de l'aliénation sur une théorie anthropologique du travail et sur une définition de l'être générique. L'activité de l'être générique consiste à actualiser ses potentialités par une relation à la nature qui est fondée sur la transformation d'une matière naturelle. Le travail est donc l'activité par laquelle l'unité avec la nature est maintenue en tant que processus continu d'interaction entre corps organique et corps inorganique. La dépossession des moyens et des résultats du travail dans le travail aliéné reproduit donc une séparation d'avec les conditions naturelles qui empêchent l'humain de réaliser son objectivité naturelle. Privé des conditions naturelles de la production et des résultats objectifs du travail, de ce qu'il a produit dans le travail, le travailleur devient donc un pur sujet dépourvu de toute objectivité, c'est-à-dire dépossédé de son rapport objectif aux autres êtres naturels. Bon, je passe un peu sur cette définition de l'être générique. Pour en arriver à ce qui me semble être, comme je l'ai déjà dit, la difficulté de ce texte, qui vient du fait que l'animal, toujours mobilisé au singulier, donc catégorie homogène, est convoqué comme un opérateur de distinction de l'humain, comme détermination négative du propre de l'homme. Et il y a une inadéquation latente entre son bestiaire d'animaux collectifs qui impose des transformations significatives de l'environnement et sa définition de la production animale centrée sur les besoins individuels et spécifiques. Les caractères que Marx attribue aux non-humains incarnent seulement la négation, ou plutôt la privation des caractères qu'il attribue au travail humain. Plutôt qu'une théorie gradualiste de la différence anthropologique,
ou qu'une théorie synthétique de la variation des modes d'existence du vivant, Marx propose donc une déduction négative des caractères de la production animale à partir de la production humaine. À quoi sert cette convocation de l'animalité? Comme je l'ai dit, à fonder une différence entre la vie générique et l'être générique. La vie générique qui appartient à tous les vivants en tant qu'ils reproduisent leur vie par la production, et l'être générique qui appartient en propre à l'être humain. Alors, est-ce qu'il en va de même dans le Capital ? Dans le Capital, voilà, là on a un texte encore plus dense. Dans le Capital, le passage central, c'est celui du chapitre 5 sur le procès de travail. Là encore, je m'excuse, c'est lecture intégrale du texte, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Le travail est d'abord un procès. Vous inquiétez pas, à des moments j'ai mis des images dans le PowerPoint. C'est bien qu'on bosse sur l'écologie, on peut mettre des images de forêts, de fleuves, tout ça, ça change un peu les idées dans les séances du vendredi soir. Le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même. Il met en mouvement les forces naturelles de sa personne physique, ses bras et ses jambes, sa tête et ses mains, pour s'approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa propre vie. Mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa propre nature. Il développe les potentialités qui y sont en sommeil et soumet à sa propre gouverne le jeu des forces qu'elle recèle. Nous ne nous occupons pas ici des formes primitives du travail qui relèvent encore de l'instinct animal. Lorsque le travailleur se présente sur le marché comme vendeur de sa force de travail, il a laissé derrière lui, dans un passé archaïque, l'époque où le travail humain n'avait pas encore dépouillé sa première forme instinctuelle. Nous supposons donc le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée accomplit des opérations qui s'apparentent à celles du tisserand et une abeille en remonte à maints architectes humains dans la construction de ses cellules. Mais ce qui distingue d'emblée le plus mauvais architecte de la meilleure abeille, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la cire. Le résultat auquel aboutit le procès de travail était déjà au commencement dans l'imagination du travailleur, existait donc déjà en idée. Non pas qu'il effectue simplement une modification dans la forme de la réalité naturelle, il y réalise en même temps son propre but, qu'il connaît, qui détermine comme une loi la modalité de son action et auquel il doit subordonner sa volonté. Et cette soumission n'est pas un acte isolé et singulier. Outre l'effort des organes au travail, il faut une volonté conforme à ce but, s'exprimant dans une attention soutenue pendant toute la durée du travail, d'autant plus indispensable que celui-ci enthousiasme moins le travailleur par son contenu et son mode d'exécution, et qu'il peut donc moins en jouir comme du jeu de ses propres forces physiques et intellectuelles. On souffle un peu si vous voulez, après cette longue citation. J'imagine qu'une question vous brûle les lèvres après cette lecture de cet extrait. Question décisive pour la différence entre les manuscrits de 44 et la lecture du Capital. Où sont passés les castors ? Où sont passés et les castors qui ont disparu et les fourmis qui ont aussi disparu ? Je dis ça de manière anecdotique pour l'instant, mais ça n'est peut-être pas qu'une question anecdotique. Premier point à noter, c'est qu'il s'agit dans ce texte d'une abstraction historique liée à l'analyse de la production de valeurs d'usage. Marx présente selon ces termes le procès de travail indépendamment de toute forme sociale déterminée. Quelles sont alors les caractéristiques de la production humaine qui le distinguent de la production des vivants non humains ? Dans le début de cet extrait, la description du procès de travail relève d'une ontologie naturaliste où le travailleur humain agit en tant que force naturelle sur une matière naturelle. En d'autres termes, le travailleur et l'objet de travail appartiennent à une nature commune, mais se distinguent en force et matière, concepts centraux de la physique mécanique. Toutes deux sont naturelles, la force et la matière, mais tandis que la force désigne l'énergie
déployée par le corps humain, la matière, est le substrat sur lequel s'exerce cette force. Le sujet naturel, doué de forces spécifiques, transforme, c'est-à-dire littéralement modifie la forme de l'objet naturel composé d'une structure matérielle propre. Ce motif naturaliste, on l'a vu, il était déjà présent dans les manuscrits de 44, il est présent aussi dans les grandes Drisseux. Mais la distinction qui était mobilisée, qui venait dans les manuscrits de 44 de Feuerbach, entre corps organique et corps inorganique, l'organicisme, pour faire le lien avec la séance de Frédéric Montferrand, le motif organiciste a disparu au motif d'une distinction mécanique entre force et matière au sein du métabolisme. Dans les manuscrits, la distinction du corps organique et du corps inorganique vise à penser la nature comme un espace homogène au sein duquel la continuité naturelle est fragmentée par des différences de corporéité. Ça, c'est très important, c'est une pensée de la nature comme homogénéité au sein duquel il y a des différences de corporéité. La différence du sujet et de l'objet apparaît alors comme relative au point de vue du sujet qui exerce l'activité. D'où les passages repris là encore de Feuerbach dans les manuscrits de 44 où Marx affirme que le soleil est le sujet de la plante et la plante l'objet du soleil. Le corps humain, de la même manière, est organique car il est celui qui, en tant que vivant, exerce une force qui s'approprie un corps inorganique, c'est-à-dire une part de la nature qui n'est plus vivante. Le bois pour la construction ou pour le chauffage est un arbre mort. La viande est la chair d'un animal mort, un légume est une plante déracinée. Alors pourquoi Marx abandonne le vocabulaire de l'organique et de l'inorganique pour mobiliser un vocabulaire mécanique de la force et de la matière ? Dans les manuscrits, la distinction naturaliste du corps organique et inorganique est relative à la temporalité intrinsèque de la vie générique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, de manière très simple, le passage du vivant au mort. À cet égard, le corps organique de l'être humain est toujours un corps inorganique en puissance qui pourra servir de matière inorganique à la consommation des vers et à la décomposition des muqueuses par les champignons. L'organique, c'est donc ce qui, uni par un principe vital, fonctionne comme un tout. La différence entre l'organique et l'inorganique est à la fois relative au sujet et temporaire, puisque tout vivant passe de la vie à la mort. Ces concepts insistent donc davantage sur les continuités entre humains et non-humains au sein du vivant que sur les discontinuités. Je ferai l'hypothèse que le passage, mais ça c'est une hypothèse que je soumets entièrement à votre sagacité, que le passage des motifs organicistes aux motifs mécaniques, force-matière dans le Capital, s'explique par l'introduction d'un modèle de la discontinuité anthropologique, de la différence homme-animal qui est légèrement différent. La différence anthropologique ne réside plus dans l'ampleur ou l'universalité des transformations humaines de la nature, mais dans la capacité à déterminer a priori la représentation d'un but comme une loi de la volonté. Ce qui fait la différence, c'est plus l'ampleur de la transformation, la massivité, l'universalité de la transformation, mais c'est la capacité humaine à déterminer à l'avance la nature du but qu'il va réaliser. Revenons alors au texte du Capital pour essayer de détailler cette hypothèse. La première partie du texte que vous avez sous les yeux pourrait parfaitement convenir à beaucoup de vivants non humains, ou en tout cas à la plupart des grands animaux. Agir comme une force naturelle sur une matière naturelle pour s'approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa propre vie. La reproduction de la vie animale, des mammifères par exemple, ne consiste pas en autre chose. Les moutons ou les hippopotames qui broutent s'approprient bien une matière naturelle sous une forme utile à leur propre vie. Il y a cependant deux différences dans cet extrait du Capital entre l'activité des vivants non humains et le travail humain. La première tient au fait que la modification humaine de l'environnement conduit à la transformation des humains eux-mêmes. Pour le dire autrement, dans le travail humain, le sujet de l'activité, la puissance naturelle, se transforme elle-même en modifiant l'objet de l'activité, la matière. La modification de l'objet par le sujet produit une modification du sujet par l'objet. C'est un exemple très classique des philosophies de l'activité et du travail. L'artisan, par exemple, qui, en produisant un objet, acquiert de nouvelles dispositions, une habileté technique incorporée, la capacité à exécuter des gestes que seule une expérience longuement acquise permet de développer. Cette nouvelle nature du travailleur,
qui s'est transformé lui-même en transformant la matière naturelle, est donc une nature historique, et elle permet, selon le concept formulé par Frédéric Montferrand, ici présent, de définir un naturalisme historique. Une anthropologie, c'est-à-dire quoi? Une anthropologie historique dans laquelle le travail est la médiation par l'intermédiaire de laquelle l'être humain actualise ses potentialités en exerçant ses forces sur une matière naturelle qui configure d'avance le type de force qui peut s'actualiser. La seconde différence vient du fait entre l'homme et l'animal, entre l'activité humaine et le travail animal, vient du fait que l'être humain a abandonné la nature archaïque du travail, sa forme instinctuelle. Marx insiste à 2 reprises sur la différence entre le travail socialisé et la forme instinctive du travail, entre sa forme primitive animale et sa forme spécifiquement humaine. Il faut donc en conclure que Marx considère ici, peut-être plus clairement que dans les manuscrits de 44, qu'il existe un travail des vivants non humains, mais que le travail qui l'intéresse, c'est le travail humain. Nous supposons donc le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Le travail animal, instinctif, note Marx immédiatement, est de meilleure qualité. Il incarne notamment une régularité au niveau de l'espèce et une régularité au niveau de l'individu. Par exemple, une harmonie des formes garantie par la géométrie du dessin. C'est le cas de la ruche ou de la toile d'araignée. Ces formes, elles incarnent donc, dans la nature, une régularité que les modèles géométriques ou mathématiques cherchent en général à imiter. Elles semblent conformes à un plan de l'architecte ou au schéma du géomètre. Mais la régularité des formes est précisément, dans ce cadre-là, le signe de l'instinct et non que l'idée préside à leur réalisation. Si elles étaient soumises, comme dans le cas humain, à la représentation consciente d'un but, elles seraient en proie à l'irrégularité ou à l'erreur, comme il en va de l'architecte. La différence entre travail animal et travail humain est donc claire ici, c'est la représentation en imagination d'un but à réaliser qui détermine la loi de l'action et qui soumet la volonté. Apparaît donc un motif qui n'était pas clairement présent dans les manuscrits. Aux 5 critères évoqués dans les manuscrits de 44, Marx en substitue en apparence un seul, plus radical et de facture sans doute plus classique. Il distingue les travaux des vivants selon la conscience qu'ils en ont et selon la volonté, en termes kantiens par la raison théorique et la raison pratique. En termes kantiens, parce qu'il me semble que dans ce texte, il y a beaucoup de vocabulaire kantien. Comme le remarque Marx, le travail suppose d'autant plus de volonté qu'il est moins libre. Si dans le travail, l'individu fait l'exercice du libre jeu de ses facultés, il peut y prendre un plaisir qu'il dégage d'un exercice trop violent de la volonté. On n'a pas besoin de se forcer à exercer un travail dans lequel on fait l'expérience de la réalisation de ses potentialités humaines. Au contraire, moins il y a de plaisir dans le travail, plus la contrainte de la volonté est exigeante. Et alors, on comprend maintenant pourquoi le bestiaire a changé. On comprend pourquoi les castors et les fourmis ont disparu, remplacés par les araignées. Je pense que ce n'est pas simplement fortuit ou anodin. Ça témoigne du passage d'un modèle de la différence anthropologique à un autre. Selon qu'on souhaite insister sur tel ou tel caractère anthropomorphe, on choisit toujours tel ou tel animal. Donc dans les manuscrits, Marx insistait sur la continuité des phénomènes productifs dans la nature, sur une ontologie de la production. Le travail humain était l'activité par laquelle il pouvait actualiser ses potentialités. Il s'agissait donc d'insister sur la continuité du phénomène productif et la discontinuité entre vie générique et être générique au sein de la totalité naturelle. Les abeilles, les fourmis et les castors ont en commun de construire des habitats qui modifient massivement et substantiellement les milieux. En revanche, les abeilles et les araignées ont en commun de produire des formes géométriques d'une très grande régularité qui témoignent dans le cas de l'araignée d'une technique de chasse. Le problème posé par cette série n'est donc plus l'organisation sociale du travail des vivants, mais le problème de la représentation d'une idée, la réalisation sensible d'une forme schématique ou géométrique, la transformation d'une matière à partir d'une idée. Au modèle quantitatif
qui opposait l'universel au singulier dans les manuscrits de 44, Marx semble donc substituer un modèle rationaliste de la différence anthropologique. Encore une fois, là encore, dans ce passage du Capital, on voit que les animaux sont mobilisés comme opérateurs de différenciation anthropologique. C'est par l'intermédiaire de l'animal qu'on peut connaître la spécificité du procès de travail humain. Pourquoi ? Ça, c'est une question qui est sans doute plus importante dans le Capital que dans les manuscrits de 44, qui est un texte plus philosophique. Mais pourquoi, au cœur d'une théorie de la valeur, pourquoi au cœur d'un ouvrage d'économie politique, Marx éprouve-t-il le besoin d'introduire une théorie rationaliste de la discontinuité anthropologique dans cette explication de la valeur ? Je passe au deuxième temps de ma présentation. Ça fait combien de temps que je parle ? Très longtemps. Hein. On a commencé un peu plus tard. Ok. Ça fait 40 minutes. Ok. Je vais aller un peu plus vite. De toute façon, maintenant, on a vu le principal, on a vu les manuscrits de 44 et le Capital, donc on pourrait s'arrêter là, mais... Pourquoi, donc, deuxième partie, théorie de la valeur et travail des vivants. L'hypothèse que je voudrais défendre dans cette partie, c'est que Marx est obligé de mobiliser la différence anthropologique dans un texte d'économie politique pour justifier l'idée selon laquelle seul le travail humain est producteur de valeur. Alors, je vais partir d'un exemple pour se changer un peu les idées. C'est la réintroduction du castor à la fin des années 90 et au début des années 2000, puisqu'il a disparu, le castor du texte de Marx. Il a été réintroduit en revanche dans les forêts du nord de l'Angleterre au milieu des années 2000, à la fin des années 90. Cette réintroduction, elle a coïncidé avec un double souci. Souci de préservation de la nature sauvage, comme on réintroduit le loup dans les forêts des Pyrénées, mais aussi souci de réduction des dépenses publiques. On a constaté, les ingénieurs écologiques ont constaté que les castors peuvent assurer un certain nombre de tâches qu'opéraient jusque-là des bûcherons et des travailleurs publics. Dans le souci de diminuer les dépenses, on réintroduit donc des castors qui vont assurer tout un ensemble de fonctions, notamment de préservation des écosystèmes et de prévention des risques d'inondation et de sécheresse. Comme le note Jamie Lorimer dans The Probiotic Planet, c'est de lui dont vient cet exemple, la réintroduction d'espèces clés dans les écosystèmes vise à substituer à un travail humain coûteux un travail animal quasiment gratuit. Est-ce qu'on peut considérer pour autant, comme le fait une partie de la littérature environnementale, que ce genre de travail est producteur de valeur ? Si la possibilité d'une création de valeur réside dans l'énergie dépensée dans le travail vivant, il est à première vue difficile de voir en quoi le travail humain se distingue du travail animal. Il y a bien dépense d'une certaine force de travail afin de réaliser un produit qui peut être vendu sur le marché. Ici, on pense donc autant au travail de certains animaux sauvages qu'aux animaux domestiques, les abeilles qui produisent du miel, les moutons qui produisent de la laine, etc. Dans chacun de ces cas, un individu vivant dépense une énergie pour produire un résultat qui peut être vendu sur le marché. À cet égard, on pourrait même considérer que la substance de la valeur est le temps de travail naturellement nécessaire, incarné dans une marchandise quelconque. C'est ce que fait d'ailleurs toute une partie de la littérature en économie écologique, comme Theodor Odum, Robert Costanza, Nicolas Georgescu-Roegen, vous avez peut-être un peu plus entendu parler, ou plus connu dans le champ francophone, Alf Hornborg. Ils mobilisent tous une théorie énergétique ou une théorie thermodynamique de la valeur. La mesure de la quantité d'énergie dépensée dans la production d'une marchandise doit permettre de mesurer la substance de la valeur. Ils développent, c'est le cas par exemple de Odum et Hornborg, des unités de mesure en M-joule, embodied energy, pour mesurer la quantité d'énergie solaire incarnée dans les plantes cultivées, donc la quantité d'énergie solaire dans une marchandise agricole. Ce qui est intéressant avec ce qu'ils opèrent en écologie économique, c'est donc qu'ils élargissent encore plus la question du travail des vivants que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Il ne s'agit même plus de la question du travail des animaux, mais il s'agit y compris de considérer qu'il y a un travail des plantes, puisqu'on peut considérer une certaine dépense énergétique, une certaine métabolisation calorique. Du point de vue de la théorie marxienne de la valeur, on peut leur adresser la critique qu'ils ne comprennent pas le caractère historique de la valeur et la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange. Si l'énergie solaire ou l'activité des plantes contribue
à la formation de la valeur d'usage, c'est-à-dire à l'élaboration d'un bien adapté à des besoins sociaux. Seule la valeur qui est mesurée par le temps de travail socialement nécessaire à la production d'une marchandise peut être réalisée dans le prix par la vente sur le marché. La production de valeur dans le travail salarié suppose effectivement, ils ont raison sur ce point, un ensemble de conditions naturelles, une certaine dépense de force de travail non humaine ou d'énergie naturelle nécessaire à la dépense énergétique du travailleur salarié lui-même. Vous imaginez la production d'un légume, il faut bien un certain temps de travail humain, mais aussi une certaine dépense énergétique naturelle qui contribue à la formation de la valeur d'usage. Qu'est-ce qui détermine alors la différence entre l'appropriation d'un travail gratuit, humain ou non humain, et l'exploitation du travail salarié? C'est que seul le travail salarié humain est producteur de valeur économique parce qu'il est le seul à recevoir un salaire en contrepartie de la vente de sa force de travail. Le paiement du salaire est la réalisation d'un contrat qui a pour objet la marchandisation de la force de travail. Donc les tentatives, si vous voulez, de l'écologie économique, je vous ai mis une petite photo à ce moment-là pour vous changer un peu les idées. Voilà. Je vous l'avais annoncé. Toutes les tentatives de l'écologie économique pour essayer de penser un paiement pour services écosystémiques ne peuvent pas être assimilées à des salaires. Qu'est-ce que c'est un paiement pour services écosystémiques? C'est l'idée qu'un écosystème qui a contribué à la formation de valeurs d'usage va pouvoir être rétribué, soit en nature parce qu'on va le remettre en état, soit en argent parce qu'on va payer les propriétaires de cet écosystème. Il y a tout un tas de quantifications de ce genre. S'agit-il là d'un salaire dans ces paiements pour services écosystémiques? Non. Pourquoi? Parce que le salaire est la résolution en argent d'un contrat qui rétribue le travailleur au niveau minimal de la reproduction de la force de travail. Il suppose l'expression d'une volonté formellement libre. À cet égard, on peut bien imaginer la rétribution monétaire ou la rétribution en nature des services écosystémiques, comme l'envisage l'écologie environnementale. Il ne s'agit pas pour autant d'un salaire. Alors, la question qui se pose à partir de là, c'est s'il ne s'agit pas d'un salaire, quelle différence y a-t-il entre les travaux effectués par certains animaux, par certains vivants, et par exemple, cas que Marx envisage, des esclaves, qui eux non plus ne reçoivent pas de salaire, et dont on achète le travail. Marx l'écrit dans le chapitre 8 sur la journée de travail, le propriétaire d'esclaves s'achète un travailleur comme il s'achète un cheval. Avec l'esclave, il perd un capital qui doit être remplacé par une nouvelle dépense sur le marché des esclaves. Donc, à la différence des machines, les animaux sont des individus vivants qui ont la capacité de produire plus que ce qu'ils coûtent en termes de reproduction. Mais à la différence des esclaves, les animaux ne demandent ni salaire ni leur émancipation. C'est donc bien la différence anthropologique en tant que capacité à se représenter un but en imagination et en faire une loi de sa volonté qui détermine la possibilité d'un contrat et donc d'un salaire. À cet égard, la différence fondamentale de toute exploitation du travail humain ou du travail des vivants non humains réside dans leur capacité symbolique, morale et discursive à interrompre la mise au travail par la négociation d'un contrat ou par une politique d'émancipation. Pour conclure cette partie, je dirais que l'existence d'un travail non humain n'implique pas une homogénéisation des formes du travail, ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue de l'économie politique. La mise au travail des non-humains n'est jamais productrice de valeur, bien qu'elle contribue de manière décisive à la formation de toute valeur d'usage. C'est dans la possibilité de l'interruption du travail que réside la spécificité du salaire en tant que réalisation d'une vente de la force de travail par son détenteur lui-même. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que les travailleurs vivants non humains sont dépourvus de capacité de résistance à leur mise au travail? J'en viens à ma dernière partie. Ah oui, je vous avais mis la citation de Marx, mais je ne voulais pas. À ma dernière partie sur la résistance des non-humains à la mise au travail. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus concret. On va parler de chevaux, de vaches. Ça va nous changer du bestiaire habituel des abeilles, des fourmis et des castors.
Dans un passage très souvent cité du chapitre sur la machinerie et la grande industrie, Marx note la chose suivante. De toutes les grandes forces motrices issues de la période manufacturière, la force du cheval était la plus mauvaise. En partie parce qu'un cheval n'en fait qu'à sa tête, en partie à cause de son coût et de la faible ampleur de ses possibilités d'emploi pour les fabriques. Il y a donc 3 raisons qui expliquent la supériorité de la force vapeur sur la force cheval. La première tient à la résistance qu'opère un être animé et donc relativement autonome à sa mise au travail. Le cheval peut ne pas avoir envie de travailler. Il peut ne pas avoir envie de le faire selon les procédés qui lui sont imposés, ou bien ne plus vouloir le faire parce qu'il est trop fatigué. Le cheval, à cet égard, témoigne d'une certaine autonomie inhérente au vivant qui provoque de formes de résistance quant à la mise au travail. La deuxième raison tient au coût d'achat et d'entretien des chevaux qui devient supérieur à ceux de la machine à vapeur à l'époque de Marx. Enfin, la troisième raison tient à la structure physiologique du cheval qui ne lui permet pas d'effectuer certaines tâches, notamment dans l'espace réduit, couvert et bruyant de la manufacture. Ici, le développement de la machinerie doit se comprendre donc comme une limitation des effets imprévisibles et donc indésirables d'êtres naturels autonomes. La machine permet une augmentation de la productivité du travail, mais aussi un allongement du temps de travail, puisque le cheval ne travaille que 8 heures par jour, là où la machine peut effectuer des tâches pendant 24 heures. La machine permet donc de supprimer les obstacles à la production imposés par la résistance des animaux. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne quand les animaux sont des moyens de travail. Ce qui est le cas dans cet exemple, puisque le cheval, dans cet exemple, est un moyen de travail qui peut être remplacé par une machine. Maintenant, il faut se demander si c'est aussi le cas quand les animaux ou les vivants sont des objets du travail. Cette résistance des vivants non humains à la mise au travail, elle a été maintes fois attestée par des travaux en éthologie comportementale ou en sociologie des animaux. C'est notamment le cas dans un célèbre article de Jocelyne Porcher et Tiffen Schmidt intitulé « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie ». Elles ont étudié le rapport des vaches aux robots de traite dans une exploitation laitière de moyenne montagne avec 60 vaches en 0 pâturage. L'agriculteur, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement d'un élevage de moyenne montagne. L'agriculteur a fixé des règles que la plupart des vaches suivent, mais auxquelles certaines sont récalcitrantes. Elles contournent l'agriculteur, vont se cacher dans une étable où elles ne peuvent être traites, et à d'autres moments, elles témoignent de leur manque de motivation en marchant excessivement lentement, en attendant que l'éleveur élève la voix. Les sociologues et éthologues qui écrivent l'article en concluent, les règles implicites imposées par Christian sont tout à la fois connues des vaches, mais elles tentent parfois d'y résister. Au sein de cette exploitation, il y a une machine de traite, comme dans la plupart des exploitations d'élevage de vaches laitières. Et dans cette exploitation, qui est un peu ancienne et relativement restreinte, tout le système n'est pas automatisé. Et il y a une zone dans laquelle les vaches doivent donc se débrouiller dans une zone d'attente entre elles pour s'organiser. Porcher et Schmitt ont montré que cet ajustement n'est pas de l'ordre du conditionnement, ni de la hiérarchie, mais consiste en un ensemble d'arrangements entre les vaches elles-mêmes. Certaines vaches, c'est toujours les mêmes, enrayent systématiquement la machine en bloquant le robot, qu'elles remettent en marche dès que l'éleveur entre dans l'étable. D'autres tiennent au contraire au bon déroulement du processus et tiennent à ce que tout se passe bien, que l'éleveur soit là ou pas. Comme dans le cas du cheval de manufacture de Marx, le problème des vaches réside dans leur autonomie. Et c'est précisément ça que les concepteurs de machines zootechniques, les concepteurs de machines industrielles pour l'exploitation animale, essaient de réduire en transformant leur force naturelle en une matière naturelle. Porcher et Schmitt concluent cet article en affirmant, intéressant pour nous, que les ingénieurs agronomes et les concepteurs de machines s'efforcent, je cite, d'empêcher les vaches de travailler. En réduisant les êtres naturels à un objet de travail, plutôt qu'à une puissance de travail, on limite leur autonomie et donc leur mode de résistance. Jocelyne Porcher, c'est intéressant, se réfère explicitement au manuscrit de 44 comme source d'inspiration pour sa définition du travail animal. Elle trouve, dit-elle, dans la définition du travail des M44, un, je cite, rapport émancipateur à la nature,
une action sur le monde pour le transformer. Ce qui est intéressant, c'est que Jocelyne Porcher interprète cette résistance des vivants au travail comme une lutte contre l'aliénation et pour une forme plus libre de co-travail entre humains et non-humains. Or, on pourrait, à l'inverse, considérer cette résistance du vivant comme le signe d'un refus plus radical de la mise au travail. C'est notamment le cas dans l'ouvrage de Léna Ballot et Antoine Chopeau, « Nous ne sommes pas seuls, politique des soulèvements terrestres », un ouvrage très important de l'écologie politique qui est sorti au cours des derniers mois et que je vous invite véritablement à lire. Ici, les résistances des autres qu'humains sont le signe de la nécessité d'un refus global de la mise au travail pour tous les vivants. Il y a donc, vous voyez, une différence d'interprétation à propos des résistances quant à la mise au travail. Dans un cas, on considère qu'il faut modifier les conditions de travail pour améliorer le co-travail entre humains et non-humains. Dans un autre cas, on considère que c'est le signe d'un refus global du travail. Mon hypothèse, c'est que cette différence, elle tient moins à la définition du sujet de l'activité, humain ou non-humain, vivant ou humain, qu'à la définition du travail lui-même. Dans un cas, chez Porcher, on trouve une définition générale du travail, une théorie générale du travail, qui tire son origine des manuscrits de 1944, mais qui se retrouve aussi dans le procès de travail dans le Capital. Dans l'autre cas, chez Ballot et Chopeau, mais aussi par exemple chez Donna Haraway ou chez Man Baroua que je citais en introduction, le refus d'une théorie générale du travail conduit à une définition restrictive qui assimile procès de travail et procès de valorisation capitaliste. Citation de Antoine Chopeau et Léna Ballot, le travail désigne non pas toutes les activités sans discernement, mais toute activité, humaine ou non, enrôlée dans une relation de valeur et qui contribue à rendre possible la valorisation de l'argent. C'est donc toute activité, marchandisée ou non, qui est indispensable pour produire du profit ou construire les conditions favorables à cette production de profit. Dans la théorie générale du travail, par exemple mobilisée par Porcher, les résistances humaines et non humaines sont des appels à améliorer les conditions du travail. Dans le cadre de la pensée de Porcher, ça conduit à une défense de l'élevage traditionnel face aux tendances à l'industrialisation. Elle voit dans l'élevage un rapport de domestication qui témoigne d'une coproduction qui enrichit mutuellement humains et non humains. Dans le cadre de la pensée de Ballot et Chopeau, l'absence de théorie générale du travail conduit à voir les formes de résistance des vivants comme le signe d'un refus global de la mise au travail. Il s'agit alors moins de défendre des formes de coproduction que des espaces de libre évolution, laisser être la part sauvage des mondes vivants qui refusent le travail. On voit dans ce texte, dans cette citation, qu'il y a une assimilation complète du procès de travail au procès de valorisation, et on se demande alors quelle est la place dans cette citation, même si je tire un peu cette citation qui radicalise leur position sur le travail, mais néanmoins on se demande quelle est la place du travail esclave, on se demande quelle est la place du travail paysan hors du capitalisme, puisque leur définition consiste à assimiler le travail à la valorisation. On le voit dans les deux cas, la théorie générale du travail ou son absence définissent donc un rapport très différent au monde non humain. Dans un cas, le rapport au vivant est pensé à partir des interactions qu'on entretient avec lui, sur le modèle de la domestication. Dans l'autre, le rapport au vivant est pensé comme retrait et comme séparation, comme laisser advenir à l'être ce qui existe dans sa singularité, indépendamment des humains. Pour conclure, je pense que j'ai été un peu trop long, mais pour conclure, je voudrais juste revenir sur un point, une objection qu'on pourrait me faire, qui est pourquoi mobiliser cette catégorie très générale de vivant non humain plutôt que d'animal. Ouais, la philosophie, généralement, dans l'histoire de la philosophie, a mobilisé la distinction de l'homme et de l'animal, et après tout, je ne fais que parler d'animaux. À l'exception des plantes, mais je n'ai fait que parler d'animaux. En parlant d'animaux, voire d'animal au singulier, on mobilise une préconception de la différence anthropologique qui conduit à s'interroger dans un second temps sur les continuités entre humains et non humains. Parler des vivants, ça revient au contraire à partir d'une certaine idée de la continuité de la vie partagée par les humains et certains non humains. Cela permet notamment d'échapper à une opposition qui traverse l'œuvre de certains écomarxistes
et qui tend, par exemple comme Paul Burkett, qui tend à radicaliser de l'opposition entre le travail humain d'un côté et la nature de l'autre. La distinction n'est pas entre travail et nature, mais au sein des activités productives, des différences de sujets, de structures et d'effets. Comme le remarque Anissa Battistoni dans Bringing in the Work of Nature, parler de travail à propos de la nature permet de dénaturaliser la nature elle-même et nos hypothèses sur sa situation politique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Paul pour ton intervention, qui est très, très dense, très riche. Je pense qu'il y a plein de pistes pour la discussion. Alors donc on a une cinquantaine de minutes